Le débat a été très animé. Très animé, oui. Moi, Antoine Vasselot, donc de présenter son... Voilà, mon invité qui est le professeur Philippe Connings, qui est professeur émérite de chirurgie gynécologique à Louvain. Il a bien d'autres titres parce qu'il était aussi honorary consultant à Oxford. Il a aussi enseigné à Moscou, etc. Enfin, j'élimine. Il a beaucoup de titres. Et on va aller rapidement. Il va surtout nous parler d'un sujet qui me paraît très novateur, qui est le vidéo-enregistrement des interventions en chirurgie. Philippe, c'est à toi et merci d'être venu. D'abord, je voudrais remercier pour l'invitation l'Académie. Antoine, je m'excuse aussi pour le français parce que ça date de mon éducation en médecine. J'ai fait mes 3 premières années en médecine en français et puis par après, j'ai parlé très peu. Il y a, en somme, non, voilà. Ce que je voudrais parler, c'est la chirurgie, ça reste un art. C'est un manuel, un peu de connaissance et puis l'expérience. Et au lieu de parler de la statistique et la moyenne et les complications, je voudrais plutôt parler de l'individu. Et pour l'enregistrement de vidéo, la réalité est, on peut mettre, il y a moins de 10 articles. L'enregistrement complet du début de la session à la fin, c'est très rarement fait. Ça, c'est un black box, on commence à faire. On peut en discuter par après. La réalité personnelle, c'est depuis 2000, j'ai fait un enregistrement systématique complet avec une copie avec la patiente, tout le monde sans discussion. Et puis, dans beaucoup de présentations, j'ai dit, moi, je serais ministre de Santé, l'enregistrement systématique serait obligatoire tout de suite. C'est très clair. Si on ne fait pas de vidéo-enregistration, c'est impossible de savoir par après ce qui s'est passé. Et puis, les avocats, les juges, ils ont tendance à avoir un raisonnement a posteriori pour dire il y a un problème, donc il doit y avoir eu une erreur, une faute, quelque chose. Ça, c'est très clair. Je parle en tant que gynécologue. C'est impossible de voir la différence du moment qu'on a coupé un urètre, un urtère, si c'était nécessaire, parce qu'il y avait une invasion, si ça a été un accident, si c'est impossible de juger par après. C'est impossible de juger si le chirurgien avait bu, s'il a un problème d'Alzheimer, s'il y a un problème médical, disons, impossible de juger. Et si on laisse juger les autres, ça va être le juge et le jury. Et de plus en plus, en Angleterre, on est en train de changer, de prouver qu'on n'a pas fait de faute, au lieu des autres, de prouver que tu as fait une faute. Donc ça, c'était, disons, mon problème. Et comme on vit par l'histoire de son passé, j'ai eu la première late perforation du côlon, et puis une colostomie, et puis c'était correctionnel. Et puis, heureusement, il y avait eu les chirurgiens qui étaient lu tous les profs de l'UNIF de Louvain. On a fait les publications, on a excusé l'erreur du tireur, mais disons, ça c'était le début. Et puis, la toute première intervention que j'ai faite à Oxford, un vendredi matin, première, on fait une endométriome épouvantable. Je dis, avec ce matériel, je ne fais pas. Donc, chirurgie de 10 minutes, et puis on a terminé, et puis le lendemain, la patiente n'était pas tout à fait en ordre. Et le dimanche, elle avait un peu de fièvre. Et le lundi, ils ont refait une laparotomie, ont trouvé une perforation du petit intestin très haut. Probablement l'assistant qui a poussé un peu trop fort et a fait la perforation. Ça a été une discussion pendant 3-4 ans. On est parti jusqu'au High Court à Londres. On dit non, le problème, c'est pas en gynéco, le problème, c'est celui qui a fait la chirurgie de l'endométriose dans un environnement infecté. Donc, puis là, 20 000, on a initié à faire
rend l'enregistrement systématique avec la copie à la patient. J'ai eu deux problèmes par après. Chaque fois, j'ai donné la vidéo, j'ai dit, vous voyez, où est la faute? Puis, c'était fini, puis on commençait à écrire des articles, 2008, et le résultat de l'article, 2008, JMIC, Journal of the AGL aux États-Unis, 2 mois après, EPCOC a dit il ne faut pas faire la registration parce que c'est dangereux médico-légal. L'avis du groupe de médecins américains était de ne pas faire. Et puis, un peu plus tard, pour Oxford, il y avait un problème avec l'assurance privée ou pas. Il dit, mais ce que vous cherchez, c'est beaucoup trop, c'est le problème. Ils sont venus voir, ils ont assisté à toute une série d'interventions. Et la fin, c'était qu'on a eu presque un remboursement double des autres hôpitaux parce qu'ils disent, pour nous, c'est beaucoup moins cher que ce soit bien fait, qu'il y a des complications, que c'est fait un cas complet et on va le refaire. Et puis, il y avait mes enfants, j'en ai parlé par après. Ça, ce sont les difficultés, les problèmes techniques, parce qu'il y a, en 2000, c'était pas encore si clair que ça de faire ça sur un laptop ou etc. Par exemple, la compression. Ça, c'est une image de 13 gigabytes par heure, 300 000 et 100 000 mégabytes. Donc, c'est clair. 300 000, ça va encore. Moi, il faudrait être prudent. C'est la réduction de la qualité. Ce qui veut dire, si on parle de vidéoregistratation, là, Full HD, 8 gigabytes par heure, c'est impossible de faire. Ce qui est aussi important, c'est la vidéo over IP. Du moment qu'on fait ça comme un Internet protocol, à ce moment-là, on a toutes les données, aussi de l'anesthésiste, disons, on peut avoir 10 caméras en plus, et aucun problème de mettre tout ça ensemble, de stocker, on pourrait stocker à Paris une base centrale pour tous les hôpitaux de Paris, sans aucun problème, et là, on a au moins la possibilité de faire un management de toutes les données, parce que c'est ce, à la Louvain, ce sont 36 salles opératoires, ce sont 3 cliniques à 5 km de distance. Il y a une salle centrale où en somme, et là, on peut avoir un life cycle management, on peut avoir la possibilité de retrouver des choses, etc. Disons, ça c'est technique. Je ne vais pas parler de l'anonymisation, mais disons, avec des programmes spéciaux, on peut retrouver le nom de la patiente qui est encrypté dans l'image. On ne peut pas manipuler l'image par après parce que ça se fait très, très bien. Disons, tout ça, c'est très technique. Pour parler de la chirurgie, pour moi, c'est vraiment le Far West. Parce que j'aime bien la statistique, j'aime bien evidence-based medicine. Et si on voit toute la thérapie médicale, c'est phase 1, phase 2, phase 3, c'est bien organisé. Post-marketing surveillance, prouver l'efficacité. Et puis, en chirurgie, on a les grands principes. On devient chirurgien avec beaucoup plus de connaissances qu'un coiffeur. Mais la technique est la même. Il y a un patron qui vous apprend et on apprend en regardant et en faisant. Il n'y a pas de règles. Parce qu'on voit pour toutes les techniques de chirurgie, il y a des types d'interventions, l'un qui fait, l'autre qui fait, et la suture plus grande ou petite. Il y a le diagnostic, la chirurgie qu'on dit. En somme, il n'y a personne qui contrôle ce qu'on est en train de faire. Pour les complications, disons, tout ce qu'on a, toutes les revues de complications, c'est national, c'est le good, the bad and the ugly. Disons, c'est tout le monde ensemble, mais disons, c'est pas un individuel. Et si on revoit bien, là, je parle de la gynéco, la chirurgie, je ne connais pas, mais la gynéco, il n'y a pas de données. Disons, la chirurgie,
certainement en gynécologie, est trop complexe pour faire des tests prospectifs randomisés. C'est un des gros problèmes de l'evidence-based medicine. Le trial double-blind randomized controlled, pour ne pas avoir d'erreurs qu'on n'a pas vues. Il y a tellement de problèmes aussi avec la statistique. J'y reviens dans un instant. On a la pyramide of evidence. Et puis, on a dit, si ça ne va pas bien, il faut quand même ajouter des grades. Et puis, je dis, mais on a un peu d'expérience, nous. Et l'expérience, où est l'expérience? Là, tout à fait, au fond, de expert opinion. L'expérience est le moins important qu'on peut faire. Je voudrais vous faire deux exemples de statistiques. Ça, c'est la statistique traditionnelle. Ça, vous connaissez avec le p-value, ceci fait que je ne sais pas. La statistique bayésienne, je dirais, c'est comme cuisiner un cake. On fait un cake, et si le cake n'est pas bon, on change quelque chose. Ça, c'est la statistique bayésienne. Ensemble, on apprend du passé. Et c'est la seule statistique qui est vraiment prédictive. Ça, c'est le Google Search, ça, la prédiction du temps. Et aussi, c'est la médecine. Parce qu'ensemble, la médecine que nous, on fait tous les jours, on fait un diagnostic et un traitement, et puis on a un résultat. Ça, c'est le type d'un expériment qu'on fait récuser. Disons, chaque patient qu'on va traiter, c'est en somme un expériment. Ça, c'est Bayesian Statistics. Alors, là, on n'a pas de données, je dirais, du diagnostic, de la chirurgie, de complications. Je vais vous donner quelques exemples. On parle de l'indication. L'indication, je suis vraiment été étonné de publier ce mois-ci, c'est en prix presse, c'est en PubMed, de dire que la sensitivité et la spécificité, on connaît très bien, mais l'importance de la prévalence. C'est quelque chose qu'en principe, tout le monde connaît, la prévalence. Pour beaucoup de trucs que nous on fait, disons l'endométriose profonde, prévalence 2-3% de la population, ce qui veut dire on est ici, ce qui veut dire que la valeur prédictive des ultrasons, c'est comme 1 sou, 50%. C'est moins que ça. Disons, c'est quelque chose qu'on doit le savoir. Et puis, la médecine a plusieurs tests. On a l'âge, la patiente, les symptômes, l'examen clinique, les ultrasons, et qui fait la combinaison de tout ça, la statistique n'est même pas capable de faire. Bayesian, un peu, encore avec difficulté. Ça, c'est le médecin. C'est son expérience qui, en somme, il fait une probabilité d'un diagnostic, un autre plus rare, mais surtout si c'est un cancer impalpé, disons, ça, c'est l'expérience. Ce que j'avais écrit pour la qualité de contrôle en chirurgie, la qualité de contrôle en chirurgie, c'est presque inexistant. On a quelques données, mais la qualité de la chirurgie individuelle chez la patiente individuelle, il n'y a rien. Il y a peu de données. Il y a peu de données parce que si on va dans la statistique, la chirurgie est tellement variable. Les chirurgiens sont variables, ils n'ont pas tous les mêmes capacités. Les numéros de chirurgie sont toujours pas tellement élevés. On ne fait pas 2000 chirurgies de quelque chose, ce serait même pas ethical pour faire un test. La seule chose que nous on utilise l'expérience, et je crois que le futur sera avoir une idée de notre expérience cumulative. Je m'explique, c'est quelque chose que j'ai fait l'année passée avec Arnaud Wattier. Disons, on demande à
des gynécologues chirurgicaux et on lui dit qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites. Ils ont toute une série de questions, toujours de 0 à 10, visual analog scale. Mais en somme, là, on a l'idée de plus de 10 000 chirurgies. Disons, c'est quand même un nombre très, très grand et on prend seulement ceux qui disent 9 et 10 et que plus de 80% disent 9 ou 10. Et là, on dit, pour des trucs très simples, quand vous faites une chirurgie de l'ovaire, douleur, diamètre, etc. Et ça, c'est très clair. En dessous de 3 cm, on ne fait rien. En dessous de 800 cm, tout le monde fait de la chirurgie. Il y a des choses où tout le monde est d'accord et des choses où, disons, le frequency analysis, il y en a qui ne sont pas d'accord, il y en a, disons, on a au moins une idée. Et seulement avoir une idée de ce qu'on est en train de faire, ça c'est, je quote Eugène Louis Doyen, disons, il y a 200 ans, et quand il dit, quand j'ai vu pour la première fois sur le cinéma ce que je faisais en chirurgie, j'ai changé, j'ai vu que je devrais faire des adaptations. Et j'ai écouté très bien la présentation précédente. Et là, on dit comment est-ce qu'on va reconnaître un bon chirurgien? Je trouve que c'est comme un miracle. Reconnaître un miracle, c'est plus facile que de faire un miracle. Et de prendre une décision sur une faute ou une erreur acceptable. Tous ces trucs-là, ce sont pas très bien faciles à définir. Un chirurgien rapide, est-ce qu'il est un meilleur chirurgien? Une hystérectomie qui prend une demi-heure et qui prend 3 heures, c'est pas la même chirurgie. Disons, il y a tellement de choses qu'en somme, on devrait savoir. Maintenant, la vidéoregistration, ça ne coûte rien. Disons, le coût pour l'hôpital et pour le pays, c'est presque rien. J'ai discuté des aspects techniques, ce qui veut dire et centralisation, qui ont dit seulement la chirurgie, aussi l'anesthésiste, aussi le réfugion. Ce qu'on en fait, ça c'est une autre discussion. C'est très clair que ça permet de défendre la chirurgie quand il y a des problèmes médicaux. Et du moment qu'on a un doute, qu'il y a une complication, je me rappelle un cas, je veux dire, vous avez l'habitude de publier quand il y a un problème, c'est vrai, mais on a fait un grenodile et puis dissection de l'urétère, et puis à la fin, on voit corrélation, transection de l'urétère et on refait la cystoscopie. Le jour après, la patiente avait un peu mal, on dit, on a revu la vidéo, c'est pourquoi on refait la laparoscopie. On se dit, mais comment c'est possible de corréler, mais bien corréler des fois et couper l'urétère qu'on a disséqué avant. Clairement une erreur. Quand on voit, et ça c'est la petite histoire, il y a un congrès où tu devais aller à une réunion, et vous voyez seulement le fait qu'on va utiliser l'électrochirurgie, ça va en accélérant le soir à 8 heures, disons, c'est, je crois, tout le monde en a salle d'op était fatigué, la fatiguée manque d'attention, et là on fait l'erreur. En plus, du moment qu'on commence à faire l'enregistrement, et c'est quelque chose qu'on sait très bien quand on fait la chirurgie en direct, on est un peu plus lent, on est un peu plus prudent. Le chirurgien n'aime pas de montrer des erreurs et des fautes à saignement, et je crois que ça, c'est la partie la plus importante. En plus, et ça c'est l'autre partie, la chirurgie peut être utilisée pour beaucoup de choses. Accréditation, indication, tarification, qualité, médico-légale, et qui va juger. Et c'est qui pour moi est le plus important, cette insécurité
juridique de qui a le vidéo medical record, c'est que les chirurgiens en bloc vont s'opposer à faire la vidéoregistration. Je ne vais pas discuter en plein la copie à la patiente. Moi, je crois qu'il n'y a aucun problème de donner une copie à la patiente. Et pendant 20 ans, j'ai jamais eu de problème avec la vidéoregistration à la patiente. Je ne vais pas parler non plus du coût de chirurgie, quel est le remboursement de l'intervention. Une chose certaine, quel est le coût de chirurgie? C'est le voir. Alors, un chirurgien très lent, est-ce qu'il devait opérer ou pas? Les complications, c'est ça qui commence à coûter, les réinterventions, la chirurgie non nécessaire exagérée, et la chirurgie, je dirais, là je parle seulement de la Belgique, creative billing, ou disons, c'est un peu exagéré qu'on dise ce qu'on a fait. Le futur, pour moi, c'est le debriefing, comme on fait dans l'armée, toujours pour chaque chirurgie, 5 minutes. Et c'est pas pour critiquer, c'est voir quelles sont les presque erreurs, les erreurs qui ne se sont pas faites et qu'est-ce qu'on peut faire pour le futur. Avoir du son, je n'aime pas, pour beaucoup de raisons, on peut en discuter. On a un quality control, ça commence. Ça, c'est ma conclusion. Si je serais, mais il y a un contrôle de l'indication, une qualité et une tarification et filmant de chirurgie. Ensemble, j'ai dit ça, with half the budget, I would invest in good surgeons et vidéoregistration. On augmente la qualité et on diminue les coûts. C'est tout. Merci. Merci. Merci beaucoup. Des questions, moi j'en ai une. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va se généraliser? Est-ce que dans 10 ans ou 5 ans, ce sera obligatoire, j'allais dire en Europe? Mais j'espère que ce sont les chirurgiens, nous, qui vont prendre cette chose en main, de façon à ce que le contrôle du vidéo, personne, c'est quelqu'un qui doit le faire. Ce sont les chirurgiens qui doivent juger de la chirurgie. Mais le gros problème, on a quand même toujours un groupe qui n'aime pas critiquer le collège. Alors, le final, pour la commission d'innovation, est-ce que va innover dans le domaine? Alors, je voudrais remercier notre collègue parce que je trouve cette présentation d'une extrême pertinence, pas seulement pour la solution qui est la vidéo, mais pour les réflexions sur les modalités d'évaluation des pratiques chirurgicales. Je pense qu'effectivement, on n'a aucune méthode valable, je veux dire, d'évaluation. Et ça a été très drôle lorsque la robotique est arrivée, et qu'on s'est mis à se dire, il faut évaluer cette pratique, etc. Et on s'est mis à essayer d'imaginer, je veux dire, comment on pouvait, si cette chirurgie était valable ou non, sans s'être posé la question des méthodes qu'on avait mises pour l'évaluation de la cœlioscopie et de l'évaluation de la chirurgie ouverte en général. Premier point, analyse formidable. Je trouve que vraiment c'est d'une grande pertinence. Et la deuxième, vous dites ce qui est en train de se faire. Toute la chirurgie robotique est enregistrée, je veux dire, par tous les systèmes robotiques, et il y a dessus, je veux dire, la possibilité de banque d'images. Il y a pour chaque chirurgien l'utilisation de son iPhone, enfin de son smartphone pour voir ses interventions. Il y a du benchmark international qui est fait dessus, et il y a pour les fabricants de robots actuellement, je veux dire, toute l'intelligence artificielle qui débriefe ces visions, c'est des millions d'interventions pour préparer les alertes, pour préparer énormément de choses, et notamment la formation, je veux dire l'harmonisation des pratiques, etc. Donc, je crois que moi, je suis comblé et je vous félicite. Parce Clairement, il y a des aspects. L'aspect utilisation pardon, je ne veux pas répondre à votre place. Utilisation de la vidéo, ce qu'on appelle globalement la vidéo, aux fins de progrès chirurgical. L'autre grande question, c'est le plan médico-légal. Mais je veux dire, il y a le plan médico-légal, mais on a une question. Non, oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Complètement.
Parfait. Bon, merci, Monsieur le Président et cher modérateur, pour me donner la parole. Je tiens à remercier vraiment du fond du cœur Philippe Connin qui a fait effectivement une présentation remarquable. Je voudrais aborder deux points. Le premier dont il a beaucoup parlé, c'est à propos des statistiques bayésiennes et je suis alors 100% d'accord avec lui. Nous avons à Strasbourg, où je suis donc chirurgien orthopédiste spécialisé dans la chirurgie de la main. Nous avons un chef de service de biostatistique qui s'appelle le professeur Nicolas Meyer, qui nous harcèle depuis plus de 15 ans à laisser tomber les statistiques fréquentielles et d'utiliser plutôt les statistiques bayésiennes. Et je dois dire que c'est effectivement beaucoup plus pertinent que les statistiques avec le petit p qui est en fait une espèce d'obligation et qui ne reflète pas la réalité. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, à propos des vidéos, bon, vous savez, à l'Académie, puisque vous m'avez invité pour ça, que j'ai rédigé un livre sur les live surgery en critiquant la façon dont les live surgery assez souvent sont réalisées. Et c'est en fait à partir des live surgery que j'ai conduit avec mon équipe toute une réflexion sur l'utilisation des vidéos. Parce que moi, je pense que live surgery ne sont pas du tout des vidéos en direct qui permettent d'améliorer les pratiques chirurgicales, certainement pas. Et les vidéos montées qu'on met aussi dans les congrès, alors là, c'est exactement l'inverse. On va choisir des séquences qui sont parfaites. Alors, depuis ce temps-là, dans mon service, nous sommes 7 opérateurs et nous enregistrons systématiquement toutes les interventions chirurgicales, que ce soit en chirurgie programmée ou en chirurgie d'urgence. Et nous analysons une partie de ces vidéos sous forme de staff virtuel. Et cela nous permet de prendre conscience de gestes techniques réalisés par les plus jeunes, mais pas que, qui ne correspondent pas tout à fait aux standards. Ça nous permet, nous, de discuter entre nous de gestes techniques et d'améliorer ainsi nos pratiques. Ça, c'est ce qu'on fait au bloc opératoire. Mais nous faisons aussi au GPROMED, qui est une petite unité d'enseignement de la chirurgie à Strasbourg. On fait la même chose avec des jeunes internes dont on enregistre les interventions sur Sobone et on analyse ensuite pour mesurer la performance, je dis bien mesurer la performance avec des OSATs. Et l'Académie le sait, puisque j'ai eu 2 de mes élèves qui ont obtenu les prix de l'Académie, François Ducournau et Laurine Caffarelli, qui utilisent des OSATs pour mesurer la performance avec des OSATs sur les vidéos. Et enfin, on travaille à l'IHU de Strasbourg avec des chercheurs en intelligence artificielle et on conduit actuellement avec une thésarde spécialisée en intelligence artificielle la mise au point d'un algorithme qui devrait nous permettre en tout cas de reconnaître dans un premier temps les phases des différentes interventions chirurgicales. Donc pour résumer, je ne veux pas monopoliser la parole, mais chers collègues Connin, vous n'êtes pas tout seul et il y a aussi Eric Vibert qui est à Paul Brousse et qui, avec sa chère Bopa, enregistre aussi ses interventions, enregistre aussi les rythmes cardiaques et respiration et stress des opérateurs et de l'équipe chirurgicale. Ça, je pense que ça peut beaucoup intéresser l'ARS. Et ensemble, nous avons récemment écrit un article que je vous ai mis dans la discussion avec une spécialiste, une avocate spécialiste des aspects juridiques des vidéos chirurgicales. Eh bien, nous venons de faire paraître un article dans lequel on essaie justement de lever les freins essentiellement, paradoxalement, administratifs à l'enregistrement de ces vidéos qui nous paraissent très intéressantes pour justement les opposer en cas de mise en cause. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces vidéos, effectivement, vous l'avez bien dit, chers collègues, sont utiles à la défense des chirurgiens et non pas pour leur mise en cause, bien au contraire. Donc, je terminerai, je n'ai pas de questions particulières parce que ce que vous avez fait est remarquable et je partage à 100% tout ce que je vous avais dit. Et avec Eric Vibert à la PHP et nous à Strasbourg, on est vraiment complètement avec vous et je suis sûr qu'on n'est pas les seuls. En tout cas, merci beaucoup. Merci de ce commentaire. Un dernier commentaire. Je peux répondre Oui, bien sûr. Une question à la salle.
Si on a la vidéoenregistration systématique, on n'a plus besoin d'accréditation. Parce que celui qui ne sait pas faire va montrer qu'il ne sait pas faire. Peut-être qu'on va un peu vite en besogne. Moi, je vais faire très vite pour conclure. Un grand merci. Et puis, j'aimerais quand même faire une remarque. Il y a eu un arrêt qui s'appelle l'arrêt Perruche en 2000, qui est un arrêt très important et qui avait été porté suite au fait qu'on ait revu en expertise l'enregistrement vidéo d'une échographie fœtale. Et on s'est très bien rendu compte des limites de ce que vous proposez. Et j'aimerais couper court à la discussion, à mon avis, dans le futur, qu'on ne réalise pas des vidéos avec un objectif médico-légal, des vidéos avec un objectif de faire plaisir à la HAS ou à la RS. L'objectif de la vidéo, c'est certainement pas du médico-légal, parce que vous aurez toujours un expert d'une spécialité qui, sur une vidéo, verra tout de suite le petit manquement, alors que 90% de la profession ne l'aurait pas vu. Donc, il faut se méfier de ça. Par contre, sur ce que vous retenez et qui me paraît le plus intéressant, c'est l'intérêt personnel. On a des collègues qui enregistrent au robot et quand ils ont un malade qui va pas bien dans les jours qui suivent, ils reprennent la vidéo et on a une très belle vidéo sur une prostatectomie radicale. Le chirurgien est sorti et l'infirmière, au moment d'enlever les bras, a arraché la suture et heureusement qu'il a revu la vidéo. Donc la vidéo, c'est utile pour comprendre pour soi-même les éventuelles complications qu'on ne peut voir qu'a posteriori quand on est sorti des mécanismes de tunnelisation. Deux, il y a un intérêt collectif et vous l'avez dit très bien. Apprendre, prévenir, améliorer tous ensemble, à condition que ce soit bien les chirurgiens qui s'emparent de l'outil vidéo, qui le remontent au Conseil national professionnel de chaque spécialité, de façon anonyme éventuellement, pour qu'une intelligence artificielle nous aide à analyser ces bases de données. Mais certainement pas confier au ministère de la Santé, aux ARS ou à d'autres, d'analyser les vidéos pour un seul praticien, si c'est pas confié à la profession, pour la profession, au service de la profession, mais certainement pas pour un outil de contrôle médico-légal. Merci de ce commentaire. Merci, monsieur, de votre intervention.